les conditions favorables à nos membres pour faciliter le développement de leur programme, à la fois en quantité, mais aussi en qualité. Voilà, et puis un tout dernier mot, on est pilote du déploiement du plan Un jeune, un mentor, et collectivement, nos associations ont déjà accompagné depuis le début de l'année 54 000 jeunes. Et l'objectif, c'est d'arriver à 100 000 d'ici la fin de l'année, donc ça s'approche, et 200 000 l'année prochaine. Voilà, donc je laisse la parole à Fiona pour finir l'introduction de ces premières rencontres, avant de laisser la parole ensuite aux intervenants, que je remercie par avance. Merci Nicolas. Donc effectivement, j'animerai la rencontre d'aujourd'hui et possiblement les rencontres tous les mois en lien avec Pauline et Madeleine, qui sont aussi salariés du collectif Mentorat et qui nous accompagneront et dans la prise de notes et pendant le temps de questions-réponses dans le chat. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat qu'on connaît maintenant. Et donc effectivement, le mentorat, donc sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc peut-être une petite précision aussi, puisqu'on parle beaucoup de mentorat en ce moment, et je pense que c'est important de préciser la spécificité qui nous réunit. Nous, on travaille, on croit vraiment au mentorat pour l'inclusion sociale, donc un accompagnement qui va au-delà du coaching, du tutorat et du parrainage. On est vraiment dans la construction d'une relation interpersonnelle, un accompagnement, un soutien tout au long d'une année, voire plus. Et donc, c'est une relation qui se fait de manière bénévole, tant pour le mentor comme pour le mentoré, en profondeur et sur un moyen long terme. L'objectif, c'est un apprentissage mutuel et souvent, on est dans les aspects pour favoriser l'autonomie, le développement de la personne accompagnée et la spécificité, j'ai envie de dire, c'est que les objectifs évoluent tout au long de l'année en fonction des besoins, en fonction aussi de en fonction de chacun et de chaque personne qui construit la relation de mentorat. Et donc, chaque relation de mentorat est unique. Et nous, on croit vraiment au fait que le mentorat peut être un des piliers d'une société de l'engagement. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi évoquer le sujet lié le mentorat au territoire, puisque nos associations membres au sein du collectif mentorat sont partout en France. La plupart sont de petite taille, de grande taille et ont pour vocation de se développer. Et donc, c'était important pour nous d'aujourd'hui commencer en réunissant plusieurs témoignages et plusieurs bonnes pratiques pour, entre associations, pouvoirs publics, comme tu le disais, Nicolas, et entreprises, pour pouvoir se projeter sur des partenariats durables, qu'on puisse imaginer ensemble les liens qu'on peut établir à partir de dynamiques déjà existantes, ou sinon, au contraire, à partir de dynamiques qu'entre associations, entre pouvoirs publics, on va créer pour ensemble offrir une action de mentorat complémentaire au sein des territoires. Et on se posera la question de justement au final comment accompagner les besoins des jeunes et comment cet accompagnement est un engagement citoyen auquel on peut répondre tous collectivement avec le mentorat en fil rouge. Donc j'aurai quatre interventions aujourd'hui. Je commence par les 4 petites présentations et après je vous laisse la parole dans l'ordre. Donc on aura Yann Huliac qui lui est directeur de l'Observatoire des partenariats au sein du Rameau et qui nous transmettra les messages clés d'une étude d'impact association et territoire. Merci Yann d'être avec nous. Victor Ringot, donc délégué territorial action éducative à l'association AFEV à Lille, qui témoignera d'une dynamique positive entre associations qui commence justement à se développer en lien avec le collectif mentorat et avec la ville de Lille. On aura ensuite Guillaume Roux, qui lui est principal du collège Rosa Parks à Roubaix et chef de file éducation nationale pour les cités éducatives, qui lui expliquera la démarche des cités éducatives et comment cette démarche est une démarche inspirante qui se retrouve un peu partout en France et qui est un très bon début pour les associations pour justement commencer à se faire ensemble. Et finalement, on aura Julie Villoin, chargée de mission mécénat chez l'entreprise Evolem à Lyon, qui nous témoignera justement de la place que peuvent prendre aussi les entreprises dans cette envie de faire ensemble et comment on peut aller au-delà d'un soutien financier. Yann, je vous passe la parole. Je vous laisse démarrer avec cette petite enquête. Avec plaisir. Merci Fiona, bonjour à toutes et à tous. Merci au collectif Mentorat d'avoir pensé à valoriser cette étude, Impact entreprises et territoires de l'Observatoire. Alors peut-être
Avant de lancer et de commenter la présentation, je souhaitais juste vous partager 2-3 mots, resituer qui est le Rameau et pourquoi l'Observatoire a été créé. Donc, le Rameau, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire. C'est un laboratoire de recherche empirique spécialisé depuis 2006, donc 15 ans maintenant, sur les innovations par les partenariats. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi on a expérimenté, on a capitalisé, on a mis en partage un certain nombre de ressources, d'outils et de bonnes pratiques. Et notre vocation, c'est vraiment finalement d'éclairer des décideurs, des investisseurs, des porteurs de projets, quels qu'ils soient, publics ou privés. On parlait très bien tout à l'heure du monde de l'entreprise, des acteurs publics, associatifs ou philanthropiques, voilà. À finalement les aider à quoi? À se doter d'une stratégie sur le moyen et long terme avec finalement des données pour avoir une vision 360 des enjeux et des pratiques, notamment sur les territoires, avec des outils qui sont issus de ces expérimentations pionnières avec des méthodes qui ont pu faire leurs preuves sur le terrain, et également des compétences parce que ces questions de partenariat, on parle parfois d'alliance, de coopération, de co-construction, ça fait partie du tout sauf simple quand on rentre dans la pratique, et c'est intéressant de savoir qu'il existe un certain nombre de ressources, notamment en ligne, pour se familiariser avec. Donc voilà ce que je souhaitais en quelques mots vous partager sur le Rameau. Et l'Observatoire, donc il existe depuis 2008. On l'a créé avec le soutien de la Caisse des dépôts, qui est d'ailleurs toujours partenaire de l'Observatoire. Et son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de qualifier les enjeux et les pratiques des partenariats dans une vision large, tout domaine, tout acteur, tout territoire, à la fois avec des études acteurs, on va en avoir un exemple tout à l'heure, mais également avec, pour les plus curieux, certains exemples qui peuvent être inspirants ou des dispositifs de veille. Voilà, donc je souhaitais repositionner le contexte, c'est plus facile pour tout le monde de savoir qui prend la parole. Je vais rentrer dans la partie de la présentation. Vous pouvez partager votre écran. Exactement, c'est ce que je vais faire. Hop. Quand il voudra. C'est là que ça prend. C'est les joies du direct. C'est ça, c'est les joies du direct. Et le réseau ne fonctionne pas très bien. Si vous souhaitez, je peux aussi partager l'écran. Ce sera peut-être plus rapide. Oui, comme ça, ça sera plus simple pour tout le monde. Très bien. Alors, attendez, je reprends votre présentation. Oui. Hop, et c'est parti. Et donc normalement, on est bon. Et voilà votre présentation. C'est parfait. C'est parfait. Donc du coup, on peut passer à la slide d'après. Voilà, donc un premier élément, une première chose à partager à tous, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un contexte très favorable. L'Observatoire vient d'interroger toute une série d'acteurs, dirigeants d'associations, d'entreprises, de fondations avec des études en septembre, les maires l'année dernière et les citoyens en 2019, et le constat est partagé. On est vraiment passé d'un devoir de « oui, ça peut être utile d'agir ensemble » à une envie d'agir ensemble, partagé par tous et accéléré, semble-t-il, dans ce contexte de la Covid, avec finalement plus de 8 acteurs sur 10 qui disent « oui, on a besoin d'agir ». On a besoin d'agir entre associations, entreprises et collectives notamment, avec, je cite juste quelques pourcentages, 83% des dirigeants de 10 entreprises et plus qui se prononcent en cette faveur, 92% des maires et des nouveaux élus locaux, et pratiquement 97% des dirigeants d'associations. Donc on est vraiment dans une dynamique large, une dynamique de fond, une dynamique très favorable à jouer collectif. Donc cette étude, elle a été publiée le 16 septembre et elle représente en fait une méthode d'échantillon. On l'a fait, c'est notre partenaire Comicis Opinionway qui a réalisé cette étude à partir d'un échantillon représentatif de l'univers de un peu moins de 150 000 associations employeuses d'un salarié et plus. Donc, qui illustre vraiment la diversité de taille et de territoire. En termes de méthode,
on est attaché depuis plusieurs années maintenant à présenter en fait les données des territoires par rapport à des fragilités. On les a classées en 4 grands volets, ces fragilités qui peuvent être économiques, sociales, sociétales ou environnementales. Et si cela vous intéresse, vous pouvez également accéder à des données régionales qui permettent d'avoir en fait de croiser les regards entre les indices de fragilité tels qu'ils ressortent des statistiques nationales, notamment des bases INSEE, et la perception de fragilité prioritaire vue par le prisme des citoyens. C'est rarement concordant, on peut même avoir des fois des écarts assez flagrants, notamment pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, par rapport aux associations, je vous ai évoqué le fait que 97% des dirigeants souhaitent agir de façon plus collective. Pourquoi? Pour une grande partie, 95%, c'est naturellement pour réduire les fragilités, mais également à 90% pour un développement économique durable. Et si on regarde un petit peu les principaux domaines de coopération, c'est-à-dire les fragilités qui ont été identifiées de manière plus forte par les associations, l'emploi et le vieillissement arrivent au même niveau, juste avant la pauvreté, l'isolement et la mobilité. Autrement dit, et ça c'est intéressant pour vous, collectif Mentorat, par rapport à l'égalité des chances, c'est qu'à l'intérieur des 5 fragilités prioritaires des associations, on a 3 qui sont connexes avec vos problématiques. L'emploi, la pauvreté et la mobilité. Si on regarde après qu'est-ce que ça produit, ce jouet collectif en territoire, dans les impacts, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce jouet collectif, il a des impacts croisés. D'abord, c'est un levier de mobilisation très important des organisations et des personnes, et ensuite, ça permet d'innover et d'améliorer finalement la performance de chacun des acteurs du territoire. Et quand on regarde les 3 items qui ressortent en premier, même s'ils sont assez serrés, c'est finalement la mobilisation collective d'un territoire sur un projet partagé. C'est vraiment celui qui est identifié de manière la plus emblématique. Juste avant, l'engagement des personnes pour le territoire et la performance des associations d'intérêt général. Autrement dit, ce sont autant d'éléments finalement qui peuvent être également favorables à des dynamiques comme celle qu'évoquait, je crois, Nicolas Viennot, sur les ambitions que vous pouvez nourrir par rapport aux ambitions fortes portées par le collectif Mentorat et Un jeune, un mentor. Et si on regarde d'un peu plus près le territoire, la vision du dynamisme du territoire, là par contre, le constat il est très clair, il y a une vision qui est très contrastée. On a des situations assez extrêmes. On a moins de 20% des dirigeants associatifs des Hauts-de-France qui jugent leur territoire dynamique contre pratiquement 90% dans les Pays de la Loire. Et on a vraiment une vision finalement très contrastée selon les régions de la dynamique perçue ou pas de son territoire par les associations. Et quand on regarde donc le détail des connaissances des territoires, donc je vous l'avais évoqué, on a classé en fait tous ces items. Et ce qui peut être intéressant, vous pouvez le regarder par la suite, c'est qu'on a fait une échelle de comparaison. De quelle manière les choses ont évolué en un peu plus de 5 ans maintenant par rapport à 2015, qui était la dernière étude. Quels sont les items qui ont plus ou moins bougé? Ce qui est intéressant, c'est que toutes les fragilités sont quand même ressortent de manière assez forte, elles sont au-dessus de la moyenne. Et après, les mouvements sont plus ou moins marqués selon les cas. Et après, ce qui est intéressant, c'est de regarder, donc ça, c'était la vision au niveau national, mais sur le plan régional, qu'est-ce qui se passe? À quoi on a affaire? Eh bien, c'est très simple, en fait. En fonction des spécificités et d'une connaissance sans doute aussi plus fine, plus anglais, des fragilités perçues à l'échelle de son territoire, on n'a pas forcément le même trio de tête. Je pense notamment à des données comme l'éducation, la santé, le numérique ou le développement économique qui peuvent apparaître alors qu'ils ne sont pas du tout cités parmi les 3 à 5 principaux domaines de fragilité, et en particulier avec un focus sur l'éducation qui ressort en tête, fragilité prioritaire mentionnée dans les Hauts-de-France, et en seconde place dans la région Île-de-France, ou encore l'accès au numérique, qui est la fragilité, semble-t-il, la plus importante pour les dirigeants associatifs en Bretagne,
ou la transition énergétique en Pays de la Loire. On voit bien une grande diversité quand même des situations selon le filtre de son territoire. Et alors cette image, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que finalement, elle s'inscrit parfaitement par rapport au programme de la journée. Quand on regarde les partenaires avec lesquels les associations développent des actions, les premiers cités sont des acteurs publics locaux, avant des associations, donc avant leurs pairs et avant les entreprises. Et quand on regarde d'un peu plus près, on a effectivement une prééminence des acteurs publics locaux. On a pratiquement à part égale les structures d'intérêt général, les établissements scolaires, et juste ensuite les entreprises. Ce qui est intéressant, je crois aussi par rapport à la dynamique que vous nourrissez. Et on trouve beaucoup plus loin derrière des acteurs publics nationaux, académiques, ou des acteurs très anglais monde de l'entreprise, comme les fédérations professionnelles et les réseaux consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers. Donc voilà un élément complémentaire à partager. Et alors, on vient de voir que les acteurs publics locaux, les associations, les entreprises sont des partenaires privilégiés des associations, mais pour faire quoi? Ben finalement, c'est pour faire, et il n'y a pas forcément un élément qui ressort plus qu'un autre. On a là plutôt une grande proximité dans les résultats pour être utile pour le projet, être utile en disposant de compétences parmi ses partenaires au service du financement de l'association, du travail en réseau, pour citer les 4 premiers qui apparaissent. Mais on pourrait très bien citer les suivants, parce qu'on a en fait quand même beaucoup d'objectifs très resserrés qui arrivent et qui sont congruents, parce que c'est autant d'éléments finalement qui sont au service du projet associatif et qui sont avancés par les dirigeants associatifs qui se sont exprimés dans le cadre de cette étude. Et à l'échelle territoriale, là, on a une réponse qui est très claire. À la question où est-ce que ces partenariats ont lieu, en grande majorité, c'est près de chez soi. À l'échelle de sa commune, de son bourg, à l'échelle de son quartier, bien avant le niveau régional et sans parler du niveau national ou international qui est plus rare et sans doute l'apanage de structures qui ont aussi une capacité d'implantation, de rayonnement à cette échelle-là. Donc un engagement marqué au plus près des réalités du terrain et en priorité en grande proximité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude que l'on a menée auprès des entreprises, on a en fait une dynamique qui est assez proche. Pour les entreprises aussi, la question de où est-ce que vous souhaitez mettre en place vos partenariats dans une logique sociétale, la proximité s'impose comme le premier terrain de jeu des partenariats, avant l'échelle régionale et plus rarement le niveau national ou international. Et après, certains d'entre vous sont peut-être familiers à ce schéma, on a vu où est-ce que les entreprises développent leurs partenariats et sous quelle forme, sous quelle modalité. Est-ce que c'est des modalités plus proches finalement de leur projet, du mécénat, pour avoir directement un soutien, qu'il soit financier, matériel ou en nature? Est-ce que c'est une innovation sociétale, c'est-à-dire un partenariat dans une dynamique beaucoup plus sur le temps long, co-construit, qui valorise les spécificités de leur projet? Ou est-ce que c'est dans une logique plus économique, qui peut être celle des pratiques responsables, notamment des achats responsables ou de la coopération économique? La réponse, elle est que finalement, il y a une majorité, 59%, d'associations qui déclarent d'abord pratiquer des partenariats sous la forme du mécénat, mais qui sont relativement proches de l'innovation sociétale et des pratiques responsables, et ensuite des coopérations économiques. Donc ça, c'est vraiment la cartographie à l'instant T exprimée par les dirigeants associatifs de quelles pratiques de partenariat sont développées. Et si on compare avec ce que les entreprises ont témoigné, on a une projection qui n'est pas exactement la même, puisque pour les entreprises, c'est bien les pratiques responsables qui sont la porte d'entrée de leur partenariat, bien avant à un niveau relativement équilibré des enjeux de coopération économique, d'innovation sociétale ou de mécénat. Là, c'est vraiment la photographie qui concerne les associations
Et pour faciliter la lecture, c'est le chiffre qui est indiqué en bleu qui donne, en fait, qui illustre quelles sont les pratiques effectives aujourd'hui. En bleu, donc on a 59% mécénat, 47% innovation sociétale et 45% pratiques responsables et 39% de coopération économique. Après, si on rentre un peu dans le détail, il y a effectivement une diversité de partenariats des associations avec les entreprises. Donc là, c'est une image qui présente vraiment les éléments de façon beaucoup plus micro, quel est l'impact d'un point de vue du montant financier rattaché au budget de l'association, au territoire dans lequel ça s'exprime. Et ce qui est important à regarder, finalement, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de la moitié donc, des associations qui ont mis en 55%, des associations qui ont mis en place au moins un partenariat avec des entreprises, mais que ces partenariats, ils s'exercent vraiment auprès d'entreprises de toute taille en priorité, le volume, auprès de PME et de TPE. Ce sont vraiment elles, à l'échelle macro-nationale, qui sont finalement les premiers partenaires entreprises des associations. On a bien sûr des ETI et des grandes entreprises, mais quand on consulte, quand on a cette photographie, cette cartographie, elle est très très claire. C'est vraiment la logique de proximité qui l'emporte. Et donc, comme une majorité d'associations peut disposer de PME, de TPE proches de chez soi ou d'artisans de commerçants, c'est d'abord auprès de ces entreprises qu'elles vont développer des partenariats et ensuite, ils pourront développer auprès de TI ou de grandes entreprises, mais sur le volume, ce sera un peu moins fort. Et en ce qui concerne les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire de l'ESS, bien sûr, il existe des partenariats avec elles, mais qui sont quand même beaucoup moins marqués que des partenariats avec des entreprises qu'on pourrait appeler plus classiques ou conventionnelles. Donc, voilà pour cette photographie. Et ce qui est intéressant, et je crois que c'est important aussi pour vous par rapport à vos projets, c'est quand on a ce focus finalement sur la relation entre les associations et les entreprises, c'est qu'est-ce qu'elles apportent, quel type de services elles vont apporter et en quoi elles vont contribuer finalement. Elles vont contribuer à une forme un peu de partenariat équilibré qui soit à la fois dans l'intérêt de l'entreprise, mais aussi de l'association et du sujet ou des enjeux d'intérêt général qu'elles cherchent à porter ensemble par rapport à ce partenariat. Eh bien, en fait, on a vraiment une segmentation avec un premier élément qui ressort, c'est vraiment d'être au service de l'image et de la réputation de l'entreprise. C'est particulièrement marquant pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment pour une question finalement d'attractivité et d'attractivité RH, cette question du sens qui est souvent prééminente pour des entreprises de toute taille d'ailleurs, pour attirer des talents. Et après, quand on regarde dans le détail, finalement, il y a une segmentation très claire en 3 volets de ce qu'apportent ou de ce que peuvent apporter les associations aux entreprises. Le premier, c'est plutôt le registre finalement de la confiance. La confiance que l'entreprise donne en soutenant un projet d'intérêt général, la confiance aussi de l'entreprise auprès de ses parties prenantes, puisque ces partenariats vont favoriser son ancrage, et donc il va pouvoir rayonner auprès de son écosystème local. Et il y a aussi les impacts internes, la confiance qui va être accentuée, démultipliée par les partenariats associatifs, avec cette logique finalement certains parlent de marque employeur, en tout cas cette logique de fédérer, de mobiliser les collaborateurs de l'entreprise autour d'un projet partagé. Donc ça, c'est vraiment un facteur de confiance en interne à l'échelle du territoire avec ses parties prenantes et au service des personnes. Après, le deuxième élément marquant, c'est cet aspect d'innovation. Parce que finalement, ce partenariat peut aussi permettre à l'entreprise de bénéficier d'une expertise ou d'un savoir-faire associatif qu'elle n'a pas forcément. C'est un élément qui est marqué sur différents domaines. Ça peut être lié au handicap, ça peut être lié au environnement, ça peut être lié à ces questions d'inclusion. Les entreprises n'ont pas l'expertise de tout et certaines sont très friandes finalement d'apport et de partage de compétences, de savoir-faire des associations. Cet échange, ce partenariat peut être fécond, peut être aussi source d'innovation pour l'entreprise. Parfois, il peut même contribuer à faire évoluer des pratiques à l'intérieur de l'entreprise ou dans l'évolution d'organisation, de management, d'engagement des collaborateurs. Et il peut aussi permettre l'accès et le développement à de nouveaux marchés
c'est des éléments qui sont souvent très marqués dans les logiques de pratiques responsables, notamment par rapport, quand il s'agit d'éléments comme des clauses d'insertion ou des entreprises qui souhaitent se lancer sur une logique beaucoup plus sociale finalement. On peut penser à l'exemple d'entreprises pionnières comme Renault, comme Leroy Merlin, qui se sont lancés sur ce champ de ce qu'on appelle le social business, autrement dit, comment s'adresser à un public qui traditionnellement ne fréquente pas forcément tous les magasins, pour leur donner accès et être en mesure de pouvoir leur permettre d'accéder à des outils efficaces de bricolage ou d'accéder à des moyens de mobilité sûrs avec des véhicules sous certaines conditions. Et le troisième élément, c'est la performance au service de la performance de l'entreprise par rapport à une logique des fois de contraintes réglementaires ou pour optimiser les coûts de l'entreprise. On peut notamment penser à ces éléments qui sont très liés en fait à ces questions parfois de clauses de marché public par rapport à ces taux d'obligation d'employeurs de travail handicapés ou le fait que des associations interviennent, ça peut contribuer à les baisser. Et la même chose simplement pour permettre à certaines entreprises qui s'allient avec des structures de l'insertion par l'activité économique de gagner tout simplement ou de consolider leur part de marché public. Voilà. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous partager. J'espère que ça pourra vous être utile. Et pour aller plus loin, je vous invite notamment à découvrir sur la plateforme ODD17 donc, tout un éventail de données complémentaires, d'outils et de compétences mutualisées qui sont vraiment au service de ces démarches de partenariat. Et si vous avez plus loin, vous pouvez picorer au sein du parcours Alliance et Territoires que l'on a co-construit avec le ministère de l'Éducation nationale, picorer finalement des éléments utiles pour vous informer, vous former ou agir au service de vos démarches de partenariat sur les territoires. Donc voilà quelques outils qui pourront vous être utiles. Donc voici ce que je souhaitais vous partager. Fiona, je vous laisse reprendre le relais et à votre écoute, je crois, pour la suite, pour les questions. Merci beaucoup. C'est effectivement une étude d'impact très très riche qu'on vous partagera. On partagera aussi la présentation à tous les participants. Merci beaucoup et c'est super parce que vous avez identifié les éléments qu'on va aborder avec nos trois prochains intervenants, notamment je passe d'abord la parole donc à Victor Ringot, délégué action éducative, délégué territorial action éducative à la FEV à Lille. Et donc, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et tu vas nous partager justement un exemple d'une pratique inspirante, qu'on espère en tout cas qui va vous inspirer pour porter justement ce faire ensemble sur des projets très concrets en lien avec une demande de la ville de Lille. Merci Fiona, bonjour à tout le monde, bonjour aux quelques collègues et partenaires que je connais qui sont dans la visio. Je me permets de tout de suite reprendre un élément de précision. Fiona, je ne vais pas parler uniquement de la ville de Lille, mais bien de la métropole lilloise. Oui, c'est vrai. Parce que donc moi, sur mon poste, en effet, je suis délégué aux actions éducatives pour la FEV métropole lilloise. On travaille notamment avec les villes de Roubaix, de Villeneuve-d'Ascq et de Lille, pour ce qui est de la FEV. Et on commence aussi à travailler de manière générale avec la MEL, la métropole européenne de Lille, qui est la communauté de communes autour de la métropole. Et effectivement, on travaille avec différents partenaires depuis un peu moins d'un an. Comme l'a dit Nicolas au tout début, le collectif Mentorat, il va bientôt souffler sa première bougie. Et à Lille, on a commencé un petit peu à travailler ensemble il y a un an autour d'un événement qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, le 13 octobre à Roubaix. Je vais vous expliquer un petit peu les étapes qui ont permis d'amener à ça. Tu m'avais demandé, Fiona, de préparer un peu un état des lieux des collaborations entre associations sur la métropole lilloise. Alors, je vais pas réussir à faire un truc très, très exhaustif. Je vais parler en tout cas de ce qu'arrive à faire la FEV et ses partenaires sur place.
pour voir un peu qu'est-ce que ça nous permet de créer comme projet, qu'est-ce que ça nous permet de créer comme synergie au service, comme on a pu le voir dans l'étude qui vient d'être présentée, de manière générale au service du développement durable et du jouet collectif sur le territoire. Ça fait très longtemps que les associations qui font partie aujourd'hui du collectif Mentorat Tout Nouveau travaillent les unes à côté des autres ou avec des synergies, on va dire, bilatérales sur les territoires. On se connaît, on travaille des fois avec le même établissement scolaire, ensemble avec une entreprise sur le territoire, mais sans réelle concertation avec les institutions, avec les collectivités pour vraiment créer un projet ensemble avec les publics, avec les acteurs locaux. Depuis un peu plus d'un an, depuis 18 mois, il y a plusieurs impulsions, enfin il y a un contexte en fait qui permet une impulsion de ces dynamiques collectives qui nous a permis de créer l'événement qu'on a fait il y a un petit mois avec une quinzaine d'associations locales qui agissent pour le mentorat. Donc, c'était le Mentor Impact Day qui a eu lieu le 13 octobre à Roubaix dans un théâtre avec quelques conférences, des tables rondes, des témoignages d'acteurs locaux, de partenaires, d'entreprises, de mentors et de mentorés. Et qui a mis en lumière, en fait, qui a permis un peu la mise en lumière et la visibilité pour pas mal d'acteurs locaux de ce qu'on fait dans le mentorat. L'idée un peu de cette rencontre, c'est de trouver comment on peut répondre, comme je disais tout à l'heure, permettre d'amener des réponses concertées entre associations et partenaires qui peuvent répondre à ce que vient de présenter Yann sur cette envie de faire collectif, notamment en sortie de crise Covid. L'enquête, elle montre aussi la nécessité du lien social, de renouer avec le lien social et de permettre à ce lien social de continuer de se développer suite aux différents confinements et situations d'isolement qu'ont pu connaître les jeunes, et pas que, mais surtout les jeunes sur les 18 derniers mois. L'une des premières collaborations en fait qui a eu lieu, c'était même pas une collaboration, c'était une réponse à un besoin. C'est le lien à l'informatique, doter les personnes d'outils et de matériel informatique pour pouvoir suivre les cours pour les enfants, travailler à distance pour les familles, les parents, les salariés du territoire. Et il a fallu effectivement commencer à travailler ensemble au sein des cités éducatives, on va en parler juste après, au sein des territoires avec les institutions pour voir comment on fait pour que chacun puisse... et c'est ça en fait la première impulsion, je pense, qui a permis de se dire, allez, mettons-nous ensemble, vous touchez quel collège, vous touchez quel quartier prioritaire, etc. Qui a permis de un peu commencer à se dire, on peut travailler ensemble pour impacter le territoire. Il y a une autre dynamique qui vient conjointement, mais je vais laisser Guillaume en parler juste après, c'est la naissance des cités éducatives qui ont commencé en 2020, qui ont eu forcément en 2020 un peu du mal à démarrer aussi vite que prévu, et aujourd'hui il y a des nouvelles vagues de cités éducatives qui continuent d'arriver, et le collectif Mentorat s'inscrit vraiment pleinement dans la dynamique des cités éducatives, puisque l'objectif des cités éducatives, c'est d'accompagner les jeunes dans les quartiers en difficulté, les jeunes en manque de ressources, de la maternelle jusqu'à l'insertion professionnelle. Et quand on regarde ce que fait l'ensemble des associations du collectif Mentorat, il y en a qui accompagnent des jeunes dès la maternelle, depuis jusqu'au collège, lycée et à l'insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment une envie de faire ensemble. Et aujourd'hui, sur la métropole lilloise, on est interpellé effectivement à Roubaix, à Tourcoing, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, sur différentes... et par la MEL, par les institutions, suite à l'événement qu'on a pu organiser ensemble. Et on commence tout doucement, alors c'est aussi la teneur de mon propos, c'est que cette concertation, il y a forcément un temps de gestation qui est nécessaire. On travaille ensemble petit à petit, on apprend à se connaître, et il faut forcément, ça passe par
des réunions, plutôt en présentiel qu'en visio, même si la visio, elle permet de se voir régulièrement. Le présentiel, il permet d'avancer concrètement. Je suis perdu. Ah oui, et donc, enfin, les dernières impulsions, je pense, qui a permis de créer ça là, sur les 18 derniers mois, c'est les dernières municipales. Le fait que là, on est sur une nouvelle programmation municipale 2020-2026 et les différents élus et les différents techniciens qui bossent dans les collectivités commencent à vouloir mettre en place leur programme pour la jeunesse, pour l'éducation et pour l'insertion et l'emploi. Donc forcément, c'est une synergie en fait un petit peu qui nous a permis à Lille de venir se faire ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, quelles seraient moi je pose une question, Victor, quelles seraient tes préconisations si tu devais, il y a pas mal d'associations, je pense, qui nous écoutent, qui sont aussi peut-être membres du collectif Mentorat ou pas. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être partie du monde associatif et qui veulent faire ensemble? Quels seraient tes précos de dire, voilà, il faut, mais les indispensables pour, en tout cas, aller vers une action collective, c'est quoi? Non, c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est de bien communiquer sur ce qu'on a envie et c'est un peu trouver nos intérêts communs. Typiquement sur le mentorat, et si je prends l'exemple de la FEV, à la FEV, les mentors sont des étudiants. Dans pas mal d'autres assos du collectif mentoral, les étudiants sont des personnes mentorées et on commence à voir vraiment poindre l'intérêt qu'on a à communiquer avec les autres associations auprès de nos publics, proposer à des jeunes qui ont pu bénéficier d'un mentorat de devenir eux-mêmes mentors. Et en fait, on se rend compte que maintenant, devenir mentor, on peut le faire à plusieurs étapes de sa vie et qu'il y a un vrai intérêt à faire ça. On a eu, lors du Mentor Impact Day à Roubaix, on a eu le témoignage d'un jeune qui était effectivement mentoré par Article 1 et mentor à la FEV. Et du coup, voilà, on trouvait que c'était une belle continuité à présenter. Donc, chercher à trouver nos intérêts communs et réfléchir un peu, et ça, là, je vais vraiment dans le sens de ce qui a été présenté dans l'étude, réfléchir à l'échelon local, à le micro ou local. Et moi, je le dis souvent, les associations, on est des vecteurs de liens sociaux. On est ceux qui savent sur le terrain faire du lien entre une université et une entreprise qui bosse sur le même territoire et qui vont toucher les mêmes gens, une école et une association, un théâtre, une bibliothèque, etc., qui vont toucher les mêmes publics mais à différents moments de la semaine et c'est pas les mêmes et du coup ils n'ont pas forcément la facilité pour communiquer ensemble sur des actions conjointes et c'est vraiment au niveau local que nous les associations on a cette force-là de pouvoir permettre à des jeunes, à des familles, à des salariés de travailler ensemble sur le rayonnement du territoire, que ce soit pour favoriser, on le voyait tout à l'heure, hein, dans les je ne sais plus comment c'était nommé, mais les points clés les difficultés que peuvent rencontrer les territoires. On a la mobilité qui arrivait dans le top 3. La mobilité qui est vraiment hyper importante aujourd'hui, aussi pareil pour sortir de l'effet isolement qu'a pu créer les confinements et la crise Covid. Donc, c'est réfléchir au niveau local, comment on peut, avec les savoir-faire qu'on a, nous, notre association, permettre à d'autres associations de se développer, et ça, ça passe forcément par des rencontres, des temps de création de projets et, si possible, s'allier avec les collectivités publiques. Et effectivement, c'est des choses qui s'inscrivent dans le temps, qui vont pas forcément, qui peuvent pas se faire du jour au lendemain. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur les structures qui organisent aussi des rencontres, les cités éducatives par exemple, mais je pense pareil, l'interlocuteur suivant en parlera, j'imagine, comment les cités éducatives arrivent à réunir écoles, collèges, lycées, associations qui agissent sur le territoire pour créer ensemble des projets avec les équipes éducatives des établissements scolaires ensemble.
Mais je pense qu'on peut directement faire le lien, puisqu'on en parle et ça fait tout à fait la suite, donc avec Guillaume Roux, pour nous évoquer un peu plus d'infos justement sur les cités éducatives et quel est le rôle de ces cités éducatives, quelle place ont les cités éducatives, notamment au sein de votre collège à Roubaix. Je ne sais pas si vous nous entendez, je ne vous vois pas sur… Ouais, super. Oui, très bien. Ah, parfait, je vous voyais. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter donc à la fois le principe de la cité éducative, il y a de l'écho, et également donc les fonctions au sein du collège. Donc les cités éducatives, comme vous le disiez tout à l'heure, elles sont nées il y a 2 ans maintenant. On commence déjà à réaliser des revues de projets pour voir où nous en sommes. Une cité éducative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est en quelque sorte un écosystème qui vise à réunir à la fois les acteurs de l'État, donc principalement ministère de l'Éducation nationale et les représentants de la préfecture, qui vise également donc à réunir tous les acteurs associatifs qui rayonnent autour de la jeunesse, et puis naturellement réunir les usagers, parce que l'objectif, c'est vraiment de répondre à des problématiques territoriales. J'ai envie de dire qu'il existe autant de formes de cités éducatives que de territoires. Et l'idée, c'est vraiment de coller à des besoins qui sont très spécifiques. Je vous dirai quelques mots sur la notion nationale de cité éducative, mais j'essaierai vraiment de vous présenter celle de Roubaix, qui est naturellement très particulière. Donc les grands objectifs de cette cité éducative, c'était dans un premier temps de conforter le rôle de l'école sur des territoires où celle-ci est parfois, comment dirais-je, en difficulté, difficulté pédagogique, difficulté éducative, difficulté également de lien avec les populations qui les alimentent. Il y avait également un objectif important qui était de promouvoir une continuité éducative, de travailler sur ce qu'on appelle un parcours, la notion de travailler avec des enfants de 0 à 25 ans, c'est-à-dire vraiment des tout débuts des premiers pas jusqu'à l'insertion professionnelle, avec cette volonté de travailler sur le parcours, et puis également ouvrir le champ des possibles. Parce que s'il y a une caractéristique commune aux territoires sur lesquels œuvrent les cités éducatives, c'est bien souvent des problématiques liées à l'ambition des populations et liées aux difficultés d'entrer dans le monde professionnel. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui frappe tous ces territoires qui sont en grande souffrance sociale bien souvent. Au niveau de Roubaix, donc là, ce sont les objectifs nationaux. Au niveau de Roubaix, notre volonté, c'était de vraiment renforcer la coopération entre tous les acteurs du champ éducatif, lutter contre les déterminismes et également développer l'ambition de tous les enfants et de tous les jeunes. Voilà, alors concrètement, comment ça se passe ? Une cité éducative, elle fonctionne autour de 3 acteurs différents, donc des représentants de l'éducation nationale, donc souvent ce sont des principaux, des représentants de la préfecture, donc des délégués au préfet, et des représentants de la commune, donc pour notre cas de la ville de Roubaix. Nous travaillons vraiment en partenariat et avec une volonté d'avoir des approches différentes, des compétences différentes, pour essayer d'être le plus large sur le panel des réponses apportées. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement, grosso modo, des cités éducatives. En quoi nous avons un besoin absolu de travailler avec vous et de travailler sur les problématiques du tutorat, du parrainage. Je crois que pour y répondre, moi je voulais faire une espèce de diagnostic de Roubaix. Moi j'arrive sur ce territoire, donc ça a été une de mes missions lorsque je suis arrivé de réaliser un diagnostic
notamment de l'établissement dans lequel je travaille. Et je crois qu'il y a 3 grandes failles auxquelles vos dispositifs sont en mesure d'apporter un certain nombre de réponses. La première faille, c'est une faille pédagogique. Une faille pédagogique, c'est-à-dire que notamment dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, il y a vraiment des difficultés qui sont très spécifiques au territoire roubaisien, avec notamment des problématiques en lien avec la lecture, à l'accès au sens. Et ce sont des freins vraiment très importants qui créent des blocages forts et qui se retrouvent tout au long du parcours. C'est-à-dire que ce sont des difficultés qui naissent dans les premières années d'entrée à l'école et malheureusement, pour un grand nombre d'élèves ou de jeunes, qui perdurent jusqu'à l'âge de l'insertion professionnelle. La deuxième grande difficulté auquel je pense que vous êtes sûrement les mieux armés pour répondre, c'est le manque de réseau. On a des jeunes qui sont dans des familles dans lesquelles le rapport au travail est souvent très complexe, c'est-à-dire qu'on a énormément de parents qui ne travaillent pas. Pour vous donner une espèce de représentation, nous avons 70% de boursiers sur notre territoire. Nous avons près d'un parent sur 2 qui ne travaille pas. Et lorsqu'ils travaillent, 80% sont dans des emplois ouvriers ou précaires. Ce qui fait que l'accès à un réseau est très complexe. Et notamment lorsqu'il s'agit, ça on en voit des représentations concrètes, lorsque nos enfants doivent rechercher un stage, par exemple, ils éprouvent les plus grandes difficultés. Donc cette problématique du réseau, elle est énorme. Et puis, il y a également une dernière grande faille, selon moi, c'est à la fois des difficultés, un manque d'ambition, parfois des familles, qui ont du mal à projeter leurs enfants vers des études supérieures, par exemple, un manque de mobilité, parce qu'on a une population qui se retrouve presque parfois ancrée dans un territoire, mais qui ne parvient pas à en sortir. Et enfin, un déficit culturel qui crée chez certains élèves un manque de confiance et un manque de projection qui les empêche notamment parfois, lorsqu'ils intègrent un lycée, par exemple, un lycée général et technologique, qui souffre du regard des autres en lien avec ces déficits culturels, ces failles culturelles. Et je crois que donc le mentorat, le tutorat, le parrainage, il prend ici tout son sens parce que sans éléments extérieurs, sans apport extérieur, je crois qu'on risque vraiment le fait de faire perdurer des situations qui sont enquistées et qui, malheureusement, peinent à évoluer. Donc l'école, naturellement, a un grand rôle pour tout ce qui est de donner des réponses aux failles pédagogiques, aux problématiques de maîtrise des savoirs fondamentaux, mais on a besoin de vous pour ce qui est de travailler à la fois sur l'insertion professionnelle et pour ce qui est aussi de l'accompagnement culturel et pour permettre vraiment à des jeunes de sortir d'un territoire, malheureusement, où tous les apports culturels ne se font pas. Et je crois qu'on a donc besoin de ces partenaires à la fois associatifs et du monde de l'entreprise pour les accompagner, pour les aider, pour les soutenir, pour leur permettre de trouver de l'ambition là où les familles ne parviennent pas forcément à en donner, et pour permettre aussi une ouverture culturelle qui est absolument indispensable lorsqu'on vise des études supérieures. Juste un petit chiffre, et après je ne vais pas monopoliser la parole. Un petit chiffre, il y a seulement 15% de nos élèves qui parviennent à atteindre une première générale. Voilà, 15%. Est-ce qu'on doit s'y résigner? Non, absolument pas. Et je crois qu'on a besoin de travailler collectivement, on a besoin de s'appuyer sur la cité éducative, on a besoin de s'appuyer sur vous pour trouver des solutions à ces jeunes. Voilà.
Merci, je prends des notes en même temps parce que c'est vraiment très riche tous les chiffres que vous nous avez fournis en plus et qui font écho en fait à ce que Victor évoquait, à ce que Yann aussi évoquait. On parle des éléments tels que insertion professionnelle, mobilité, éducation, accompagnement dans les savoirs de base, confiance en soi. Et donc c'est effectivement plein de objectifs pédagogiques, comme on les appelle nous, que nous souhaitons accompagner, que nous souhaitons progressivement faire évoluer pour, comme vous dites, offrir l'univers des possibles à tous ces jeunes et comment en fait cette offre doit, je pense, se doit d'être complémentaire parce qu'on est tous très présents. Parfois, il y a des territoires aussi où on n'est pas présent et donc là, la question aussi se pose de comment accompagner ces territoires. Il y a des associations type Chemin d'avenir qui vont aussi accompagner des jeunes du rural pour justement combler ces trous dans la raquette, mais donc vous, avec la cité éducative de Roubaix, il y a quand même une diversité d'acteurs et l'offre de mentorat, vous avez-vous une visibilité aussi fine ou en tout cas complémentaire et cohérente de ce qui est proposé? Alors l'idée en fait c'est qu'une de nos actions est donc de travailler sur le tutorat et le parrainage et de dresser une espèce d'état des lieux de l'offre et des pratiques, parce qu'on a constaté finalement qu'il y a une vraie diversité justement des pratiques, et parfois, en tout cas pour l'ensemble des établissements scolaires, des difficultés à catégoriser ou en tout cas à percevoir l'intérêt de chacun de ces acteurs. Et l'idée, c'était vraiment alors pas de réaliser un catalogue, parce que voilà, c'est pas notre ambition, mais davantage de réaliser une typologie finalement de ces différents partenaires et de voir de quelle manière on peut les articuler et de quelle manière également les lier à des dispositifs autres. Je pense notamment à des choses qui fonctionnent très bien comme les cordées de la réussite. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment de trouver du lien, de permettre une vraie coordination de tous ces acteurs et ensuite, selon les besoins qui seront identifiés, peut-être d'orienter nos partenaires, les différents établissements scolaires vers ces différents acteurs et pour permettre de répondre au mieux aux besoins. Donc voilà, l'objectif de la cité éducative, c'est de créer en fait une espèce d'ingénierie ces dispositifs de tutorat et parrainage, et puis d'être une forme de boussole pour permettre à chacun de trouver le meilleur partenaire qui répondra au mieux à ses besoins. Tout à fait. C'est une mission, je pense, que le collectif Mentorat partage aussi pour accompagner cette lecture des offres complémentaires entre elles pour pouvoir, comme on le dit parfois, créer des passerelles aussi d'engagement pour pouvoir accompagner des jeunes depuis leur plus jeune âge jusqu'à l'insertion professionnelle et pouvoir assurer une continuité aussi, surtout au moment charnière où on sait qu'il faut vraiment être présent. Donc, on partagera aussi les liens vers les sites éducatifs pour que toutes les associations qui le souhaitent puissent identifier celle qui est le plus proche de chez elles. C'est une dynamique elle est en pleine évolution aussi. Je pense qu'il y a de nouvelles sites éducatifs qui vont apparaître. Et donc, je me tourne vers Julie pour parler un peu entreprise, puisque on l'a dit, les entreprises ont aussi toute leur place. C'est pas uniquement en tant que mécène financier, mais aussi vous avez toute votre place pour accompagner, pour créer des rencontres, pour créer des liens et vous nourrir aussi du tissu associatif présent. Donc vous êtes à Lyon. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Merci Fionia de cette invitation à participer à cette table ronde. Merci pour vos interventions les uns les autres. Là, c'est très riche, très très riche. Donc du coup, effectivement, moi l'idée aujourd'hui, c'était de vous partager des illustrations très concrètes de ce qu'on peut faire, notamment sur ce que vous évoquiez, le faire ensemble, pour illustrer ça. En quoi l'entreprise peut avoir un rôle à jouer dans ce faire ensemble à l'échelle d'un territoire, ça a été dit aussi, et j'en reparlerai.
à travers quelques exemples. Tout d'abord, quelques mots pour vous présenter Evolem. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse notre petite structure. Donc Evolem a été créé donc, en 1997. C'est un family office. Donc en fait, c'est la structure d'investissement d'un entrepreneur, Bruno Rousset, qui a créé donc, il y a plusieurs années le groupe April dans le domaine des assurances. La société aujourd'hui est présidée par son fils, Nicolas Rousset. Et Nicolas Rousset donc, impulse depuis son arrivée une vision forte autour de la RSE et de la philanthropie. Et donc, on s'est fixé comme cap de faire grandir des initiatives durables en faveur de l'entrepreneuriat. Donc, on a une activité d'investissement, parce qu'on accompagne, on est actionnaire, on accompagne des entreprises, et on a une activité philanthropique. Sur cette activité philanthropique, on a un budget de 40 millions d'euros affecté donc, sur la période 2020-2030 pour accompagner des projets impact social. Sur cette philanthropie, pour que vous compreniez bien comment on travaille, on a 3 axes d'engagement. Un premier axe est sur l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Un deuxième axe sur l'environnement, la transition écologique et solidaire. Et enfin, un troisième axe sur la mise à l'abri des personnes en grande précarité. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'engagement sociétal est au cœur de la vision d'Evolem, et c'est vrai qu'on agit dans le domaine de l'intérêt général depuis de nombreuses années. Et comme je vous le disais, on accompagne des initiatives à but non lucratif à fort impact. Pour vous donner une idée, actuellement, on accompagne au sein de ma direction 33 projets. Donc, dans le cadre de notre engagement philanthropique, des projets qui sont en France, c'est un choix, et surtout sur l'axe orientation, insertion professionnelle des jeunes, c'est l'axe qui va nous intéresser aujourd'hui pour évoquer des initiatives plus particulièrement avec le mentorat, puisque c'est le sujet du jour. Effectivement, vous parliez de proximité, et c'est effectivement un sujet qui nous est cher, parce que même si on peut être en mesure de nouer des partenariats avec des associations nationales, il nous apparaît essentiel de toujours conserver un lien de proximité avec l'antenne régionale ou locale. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir interagir, nouer un lien fort, préserver et développer cette confiance entre nos deux structures, et puis aussi, je vais vous en parler, mais engager nos collaborateurs par le biais du mécénat de compétences au profit des associations. Donc, vous l'aurez compris, notre accompagnement ne se limite pas du tout à un seul soutien financier par le biais du mécénat. Il est vraiment au cœur de nos relations avec les structures que nous soutenons. Et pour cela, donc, je vous le disais, on mobilise énormément nos collaborateurs par le biais du mécénat de compétences. C'est un axe très fort de notre engagement. Ça peut prendre différentes formes selon les besoins. Là, je vous brosse rapidement, là, il y a 3 grands domaines sur lesquels on est susceptible d'intervenir. L'expertise métier. Donc, en fonction des besoins des associations, effectivement, on peut intervenir sur une expertise métier, une intervention ponctuelle, dans un domaine très précis, que ce soit la finance, les ressources humaines, le marketing, la communication, en fonction de ce qu'on peut amener à l'association. Ça peut être aussi un accompagnement plus long terme sur la stratégie de l'association. Ça, on le fait. Donc, comment accompagner l'association dans son développement, dans des logiques d'essaimage. Enfin, voilà, on peut tout à fait aussi intervenir à ce niveau-là en mobilisant des collaborateurs, beaucoup de collaborateurs de notre équipe investissement qui, eux, accompagnent des entrepreneurs. Donc, vous voyez, il y a un parallèle intéressant entre l'accompagnement d'entrepreneurs à développer et à développer leur entreprise, à faire grandir leur entreprise, et puis en parallèle de ça, développer des porteurs de projets associatifs aussi, à comment les aider à grandir et à se développer. Et puis ensuite, une intervention cette fois au profit des bénéficiaires des associations qu'on soutient à travers
vraiment beaucoup d'animations d'ateliers, interventions ponctuelles pour partager effectivement nos compétences, les parcours, évidemment évoquer les soft skills, les codes en entreprise, enfin voilà, tous les sujets que nos associations, sur lesquels nos associations peuvent nous solliciter pour intervenir auprès des jeunes. Et puis évidemment le mentorat, parce qu'on est 23 collaborateurs chez Evolem, il y a plus d'une dizaine de collaborateurs qui sont mentors, et on travaille pour cela aujourd'hui avec Article 1 et Mosaïque RH. Donc il y a un fort engagement à ce niveau-là. Pour illustrer donc notre rôle auprès d'associations, je vais aller un petit peu plus loin. Nous avons effectivement à cœur de créer des passerelles et des synergies entre les associations que nous soutenons et entre les associations, mais aussi dans une logique de maillage territorial avec les collectivités et d'autres entreprises, voire d'autres fondations de notre écosystème, vraiment dans une logique d'intelligence collective et à l'échelle du territoire, comme on disait. Sur le mentorat spécifiquement, après je vous évoquerai aussi une autre illustration qui pourrait vous intéresser. Donc avec Article 1 et Mosaïque RH, on a par exemple organisé pour la première fois un petit déjeuner donc chez nous, un petit déjeuner rencontre avec ces deux associations qui ont préparé ensemble leur intervention. L'idée, c'était effectivement qu'elles puissent interagir en direct avec les collaborateurs de notre entreprise, ceux qui sont déjà mentors et engagés dans cette démarche, et ceux qui souhaiteraient ou qui étaient intéressés d'avoir des informations. Et il y a eu toute une réflexion collective sur le mentor, ses missions, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et effectivement, ça a été très apprécié, je pense, des deux côtés. Donc, c'est une première démarche. On sera amené à organiser vraiment ce type de rencontre directe pour que nos collaborateurs, et ils étaient très en demande, puissent effectivement avoir des échanges directs avec nos porteurs de projets associatifs partenaires. Et Article 1 et Mosaïque RH travaillaient déjà ensemble, ou c'est grâce à vous qu'il y a une dynamique? Je crois que c'est Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient dans ce type de rencontre avec des collaborateurs, en tout cas sur la région ici. Et ils ont bien apprécié l'exercice, ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça permet aussi de croiser les pratiques et c'est intéressant. Ce que je peux vous partager aussi, c'est, donc vous l'aurez compris, on a un portefeuille d'entreprise, puisqu'on a une forte activité investissement. L'idée, c'était aussi de se dire, et ça c'est embryonnaire, mais on est amené à le développer, c'est aussi de se dire comment on peut faire profiter nos associations partenaires de ce réseau d'entreprises. Et donc là, pour la première fois, on a, lors d'un rendez-vous annuel auquel nous convions toutes nos entreprises, nous avons convié plusieurs associations, dont Article 1, qui a pu effectivement parler de mentorat, et en parler directement avec les entreprises qui étaient présentes. Et puis, voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter sur la partie passerelle. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on crée des liens aussi avec des musées, parce qu'on soutient des musées, notamment à Lyon, le musée des Confluences, et là je suis en train pour des associations telles qu'Unicité, en train de créer des liens avec ce musée pour que les jeunes de cette association puissent bénéficier de visites, de rencontres avec les acteurs du musée, et même j'aimerais bien qu'il y ait des visites des coulisses, qu'il y ait des échanges autour des métiers qui existent dans le musée. Enfin voilà, donc tout ça est en train d'être mis en place. Sur le volet culturel, beaucoup d'associations, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'importance du volet culturel dans le mentorat. Donc, on essaye effectivement, en mettant en lien nos partenaires, de pouvoir répondre à ce sujet-là. Deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, pour aller plus loin dans cette démarche d'accompagnement, on est en train de réfléchir pour créer une offre assez formalisée d'accompagnement extra-financier de nos associations partenaires. Donc, au-delà de tout ce qu'on fait déjà via le mécénat de compétences on voudrait vraiment consolider ça. Et l'idée, c'est vraiment, à travers cette offre, d'aider les associations. Donc, au-delà du soutien financier, cette offre, elle viendrait en plus. L'idée, c'est vraiment de les nourrir, de les aider à grandir, de rapporter des compétences pour vraiment pérenniser
leur association. Et à travers ça, donc ça passera par des ateliers d'échange de bonnes pratiques entre associations du territoire sur des thèmes transverses qui les intéressent, des groupes de travail pour réfléchir et co-construire ensemble à des solutions communes, évidemment des formations, des webinaires, notamment sur la mesure d'impact, qui est quand même un thème phare. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à croiser à ce niveau-là. Et sur cette question de la mesure d'impact, beaucoup d'associations effectivement, on recourt à des cabinets qui coûtent très cher et qui ont une vraie expertise sur le sujet. Je ne suis pas là pour... Mais voilà, l'idée, c'est peut-être aussi de se dire, OK, comment pour des associations un peu plus matures, on pourrait les aider à créer leurs propres outils pour qu'elles puissent devenir autonomes dans la mesure de cet impact. Et après, effectivement, pour avoir des réflexions très thématiques sur, par exemple, le suivi du mentorat, à l'entrée, à la sortie, pendant, comment on peut mesurer ça. On pourrait avoir des réflexions communes sur ces sujets-là. Et puis, l'idée, c'est d'aller jusqu'à organiser des ateliers de co-développement entre pairs, donc entre associations, pour apporter ensemble des réponses à des problématiques. Voilà, sachez que on va plus loin puisqu'on a, dans une démarche d'innovation sociale, ça a été dit aussi, on a cofondé et incubé une école associative qui s'appelle Eden School. Et donc, première école créée à côté de Lyon en 2017 et deuxième à Paris en 2019. Donc là, on a vraiment impulsé une dynamique. Il y a évidemment tout un tissu associatif qui est associé à cette démarche sur le territoire. Voilà, donc on est aussi ravis et on a pu développer cette démarche. Ce que je voulais vous dire en rebondissant là par rapport à tout ce que j'ai entendu qui était fort intéressant et notamment l'étude du Rameau sur les bénéfices du faire ensemble, j'espère qu'à travers toute cette offre d'accompagnement extra-financier, on pourra effectivement être utile au projet de l'association. Vous parliez effectivement de favoriser la capacité d'innovation de l'association. Je pense aussi qu'en tant que mécène et entreprise partenaire, notre rôle, c'est de challenger les associations, les nourrir, mais aussi les challenger pour, dans cette idée d'amélioration continue, de les amener à échanger ensemble pour croiser les regards et les pratiques. Et voilà, ce que ça nous apporte à nous, ça a été dit, cette relation avec nos associations partenaires. Donc nous, on n'a pas du tout d'enjeu de marque, du tout. Donc, mais par contre, je pense que, et ça c'est à mon sens dans toutes les entreprises, ça donne vraiment du sens aux collaborateurs qui s'engagent aux côtés des associations via le mécénat de compétences. On a beaucoup à apprendre des associations, notamment à travers l'accompagnement stratégique qu'on fait sur les modèles économiques, et puisqu'on a des approches différentes, et c'est toujours très intéressant de confronter justement les regards des uns et des autres. Et puis évidemment, toutes ces démarches qui nourrissent notre engagement sociétal. Et vraiment dans une approche, une dynamique d'impact. Et pour cela, le mentorat est vraiment une priorité d'engagement pour nous. On est convaincus effectivement de l'impact du mentorat pour lever les freins psychologiques, sociaux, culturels qui peuvent freiner l'accès des jeunes à la formation au premier emploi. Et c'est vrai que pour terminer, il y a un des sujets sur lesquels on réfléchit là, c'est en quoi le mentorat, donc là je vous lance un sujet, en quoi le mentorat effectivement pourrait intégrer ou anticiper les freins périphériques à l'emploi que beaucoup de jeunes rencontrent, comment on pourrait utiliser le mentorat effectivement pour lever ces freins, à savoir sur la mobilité, à savoir sur les problèmes de précarité, sur la question du logement, enfin voilà, je pense que ça fait partie des sujets qu'on sera amené à traiter courant 2022 et des échanges qu'on pourrait avoir avec nos associations partenaires sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout à fait. Merci Julie. Je pense que c'est des initiatives qui sont super intéressantes. Notamment, moi, je garde en tête l'idée de construire une espèce de tiers-lieu presque associatif pour réunir
les associations, offrir ces temps de partage, de faire ensemble, et comment, je pense, les entreprises, comme vous le dites, ont aussi beaucoup à apprendre du tissu associatif, parce que très présent sur le territoire, et parce que donc une visibilité très fine aussi des besoins et donc des lieux où sont implantées ces entreprises. Et nous, on travaille avec le collectif Mentorat. C'est un vrai enjeu de connecter l'emploi aussi aux réalités, ou plutôt à l'envers, que l'emploi s'adapte à la réalité aussi des jeunes, et comment le mentorat peut être un vecteur qui transmet aussi ces réalités-là, parce qu'on a de nombreux collaborateurs qui deviennent mentors eux aussi, qui plus cadres sup et grands patrons, si en plus aussi ils sont mentors, ils sensibilisent aussi aux questions et aux réalités de ces jeunes-là, et comment petit à petit on peut nourrir aussi et faire évoluer dans un sens beaucoup plus inclusif les emplois. Et donc, on en a parlé, emploi. Je pense que les trois mots, c'est emploi, pauvreté, mobilité, que Yann a bien identifié dès le début. Je vais laisser peut-être la parole à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions par rapport aux 4 interventions, je pense que là, allez-y, Sabine Mathieu, prenez la parole. Sabine, si vous souhaitez intervenir, vous avez la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Je parlais dans le vent, en fait. Excusez-moi, donc je suis Sabine Mathieu, je suis chargée de mission à entraide scolaire amicale. Et j'avais juste une petite question pratique. Quant au petit déjeuner dont vous venez de parler, je voulais savoir comment le concept est présenté aux salariés. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse bien de proposer aux entreprises autour de chez nous. Écoutez, je pense que la question s'adresse à moi du coup. Oui, tout à fait. Le petit déjeuner rencontre, c'est une forme très très conviviale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de support PowerPoint. On avait disposé les chaises en rond et vraiment pour favoriser l'échange, on était uniquement là, et ça se terminait par un déjeuner. En ces temps Covid, mais en tout cas l'idée c'était de pouvoir poursuivre les échanges de manière très conviviale. Comment on a sensibilisé nos collaborateurs? On a fait une communication en interne en leur disant « Venez rencontrer nos partenaires associatifs, mentors, partagez votre expérience, ceux qui sont intéressés, rejoignez-nous. » Voilà, très simplement. C'est ça, c'était l'occasion aussi que les collaborateurs racontent leur expérience à d'autres. Exactement, bien sûr. Il y a eu des retours d'expérience de mentors, effectivement, de leur vécu en fait en tant que mentor, pour partager ça avec ceux qui sont moins familiers et qui étaient intéressés. Oui. Top. Merci, c'était tout. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent partager, prendre la parole? N'hésitez pas. Françoise. Oui, bonjour. J'ai reçu votre invitation et j'en suis très contente. J'avais fait un amalgame, je pensais que c'était la FEV, mais c'est pas la FEV, c'est une autre structure. Et je suis très contente d'avoir pu participer, d'autant plus que nous avions, notre association est aussi engagée pour accompagner les jeunes en difficulté, que ce soit, on commence dans les crèches, les écoles, et nous avons mis en place des outils pédagogiques pour permettre justement l'accompagnement de tous ces jeunes en difficulté de lecture et d'écriture, et ceci à partir des contes qu'on écrit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met en place, c'est une manière d'apprendre le français avec la littérature de jeunesse, et on a créé la formation et l'outil pédagogique clé en main. Et nous avions eu un contact il y a 1 an et demi avec la FEV à Évry, puisque nous on est dans le 45 et c'est une région, je dirais, rurale. Et
on est très, très, très consciente des difficultés que rencontrent les jeunes et la jeunesse en particulier. On avait eu un contact avec la FEV à Évry qui était vraiment très intéressée par le fait qu'on puisse, avec notre formation et nos outils, apporter une formation spécifique aux jeunes menteurs qu'elles avaient et même aussi au sein de leur équipe. Et quand on a, bien sûr, cette personne n'était pas décisionnaire, et à Paris, quand on a envoyé, bien sûr, le devis, on nous a parlé d'un problème de budget. Donc, je vois que vous êtes, j'aimerais comprendre un petit peu comment mettre les cités éducatives. Je suis très impressionnée par ce qui se vit au sein des cités éducatives. Je ne pense pas qu'il y en ait sur les régions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec qui faut-il prendre contact? Comment créer justement quelque chose là dans le 45, dans la région du Gâtinais, qui est très pauvre à ce niveau-là, dans laquelle je peux vous dire on a des difficultés à rencontrer des bénévoles, à avoir des bénévoles. Actuellement, on est sur Paris, donc on a mis notre siège social sur Paris. Je suis une antenne dans le Loiret. Paris, ça y est, ça démarre, mais c'est vraiment très voilà, tout cet outil pédagogique. Comment s'appelle votre association, Françoise? Écoute mes histoires. Écoute mes histoires. Voilà. Super. Donc, pour préciser, donc la FEV est présente à travers Victor Ringot qui oui, en est salarié, mais et la FEV fait partie du collectif Mentorat, mais là c'est un événement porté par le collectif Mentorat oui, qui rassemble la cinquantaine d'associations qui agissent autour du mentorat. Et donc oui, pour répondre à votre question, peut-être, je ne sais pas si Guillaume est encore parmi nous ou sinon Victor. Donc comment on fait si on veut participer, bénéficier aussi de tout ce réseau qu'offrent les cités éducatives? Si c'était ça votre question, c'est ça? D'une part, et aussi comment justement les outils pédagogiques qu'on a mis en place pour former des bénévoles, entre autres, des menteurs, comment les mettre, voilà, comment pourront-ils être appréciés par les structures qui embauchent. Tout à fait. Voilà, des mentors. Et c'est des vraies questions, la mutualisation des outils. Victor? Oui, tout à fait, mais c'est hyper intéressant ce que vous dites. J'ai juste pas compris dans quelle région ou département vous êtes. Dans le 45. À côté, on est à la limite de Montargis. D'accord. Voyez? Oui, très bien, très bien. Alors, c'est une région que je connais pas, donc il faut effectivement, il y a un site internet des cités éducatives qui rassemble un peu chaque cité éducative, ce qu'elle fait ou ce qu'elle a déjà pu mettre en place. Faut regarder un petit peu s'il y a des liens par là. Et effectivement, sur le site du collectif Mentorat, il y a aussi une petite carte avec l'implantation de chacune des associations qui en fait partie. Mais on est vraiment là sur ça depuis 1 an et demi, c'est vraiment ce sur quoi on travaille, comment on fait en sorte que des mentors soient formés par d'autres mentors, comment des mentors qui ont été des mentors pour des lycéens peuvent passer leurs outils à des salariés, à des retraités, voilà, à d'autres mentors que juste des mentors étudiants pour la FEV. C'est vraiment ce genre de dynamique qui est vraiment très intéressante et sur lequel on continue de travailler. Comme je disais, c'est merci, je vois que Fiona met dans le chat la liste des cités éducatives, à voir s'il y en a une près de chez vous. Merci. Mais c'est vrai qu'on a remarqué aussi, je pense au sein du collectif, qu'il y a ce besoin aussi, au-delà du besoin de faire ensemble, il y a une première étape qui est identifier l'offre existante. Et c'est vrai que c'est un vrai travail de savoir, déjà quand on souhaite s'implanter en tant qu'association, d'identifier quelle est notre place et comment on peut ne pas se superposer à des offres déjà existantes, puisque après, c'est vrai que l'objectif à terme, c'est d'accompagner le maximum de jeunes et de les aider dans leurs plusieurs difficultés. Et donc, pour cela, il faut, je pense, faire en amont un benchmark ou une identification vraiment des manques sur le territoire. Et à partir de là, essayer de créer des liens avec des associations et d'essayer de s'implanter dans des lieux. Je pense que la présence
physique aussi est très importante. Et je ne sais pas si à Victor, vous partagez vos locaux avec d'autres associations. Et est-ce que ça, c'est un élément que tu conseillerais aussi aux associations de faire? Ça dépend de l'inflation. Non, mais oui, en effet, oui, si, nous, on partage des locaux avec l'association Proxité. Sur le territoire, il y a plein d'autres associations, Télémac, Article 1, qui peuvent partager des tiers-lieux. Et avec le phénomène émergent des tiers-lieux et des espaces de coworking, de toute façon, ça se fait de plus en plus. Et ça permet effectivement aussi, quand on invite des partenaires, notamment qui viennent des institutions, de venir un peu montrer comment on fait de l'éducation populaire à notre manière, en leur montrant un peu nos manières de travailler. J'entendais tout à l'heure Julie qui disait les entreprises, le réseau que vous avez a aussi pour but ou pour exercice de challenger un petit peu les associations. Nous, on aime bien aussi... En toute bienveillance. Hein, Ah oui, j'ai bien... Et on aime bien aussi, nous, challenger un peu et décloisonner, j'allais dire bousculer, mais c'est plutôt décloisonner un peu les codes. Oui. Qui sont ceux soit des institutions, soit des entreprises, des universités, en essayant de travailler un peu comme je disais tout à l'heure, de vecteur de lien social dans la vie, en allant travailler dans des lieux moins communs que des bureaux. Et c'est ça qui permet une bonne collaboration, une bonne maîtrise du territoire ou de parties du territoire qu'on connaît moins. Et effectivement, et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, c'est tout le travail là qu'on est en train de faire avec le réseau à Lille, de savoir comment enfin la limite entre le benchmarking, la coalition totale, le chacun dans son coin. On est en train vraiment de travailler à ça. On s'en rendait compte la semaine dernière. Enfin, il y a quelques semaines, on était en réunion avec la cité éducative de Roubaix, mais alors pas celle dont s'occupe Guillaume, c'est le versant sud, et on s'apercevait qu'il y avait quatre de nos associations qui étaient présentes sur un des lycées et un autre lycée juste à côté où là il n'y a aucune d'entre nous. Donc effectivement, comment on fait pour aller un petit peu là-bas, pour créer des partenariats qui dépendent aussi des fois de la volonté des responsables, que ce soit l'équipe éducative, les dirigeants, le rectorat, etc. Pareil pour les universités, pareil pour les entreprises, ça dépend un peu de qui a envie de se lancer dans l'aventure du collectif. Maintenant, on a montré, je pense, ce matin qu'il y a une vraie envie de la part des associations, et il faut continuer de le pousser. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants, des commentaires? Oui, est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Après, on va passer la parole à donc Ilham et Cosmergui. Ah bah allez-y, c'est vous, Isabelle. Je vous en prie. Ah bon, allez-y, Isabelle. Pardon, je n'ai pas vu votre. Non, mais c'est pas grave. Bonjour, je suis Isabelle Cos, je suis orthophoniste et formatrice. J'ai déjà travaillé avec Cécile Durtest de Chemin d'Avenir dans le projet collectif du mentorat en Normandie, l'expérience que vous avez tous faite l'année dernière. Moi, je voudrais, puisqu'on parlait juste de catalogue de l'offre, je vous signale que je peux proposer à qui veut mes services parce que j'ai beaucoup l'habitude de former des gens dans la lutte contre l'illettrisme en mathématiques et en particulier concernant le permis de conduire. Et comme vous travaillez tous sur les problèmes de mobilité des jeunes, je voudrais quand même vous signaler qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à avoir le permis de conduire parce qu'ils ont des troubles en mathématiques, qui sont gênés. C'est pas juste parce qu'ils peuvent pas payer, c'est aussi parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage. Et j'ai fait une liste assez exhaustive de tout ce qui gêne et je peux former des formateurs à tout ça et comment y remédier. Voilà. C'est une des choses, je trouve, qui est méconnue et qui ferait gagner beaucoup de temps à beaucoup de gens parce que, par exemple, il y a des jeunes qui mettent 2 ou 3 ans à avoir le permis et on pourrait les aider en ayant une intervention efficace. Voilà. Merci Isabelle. C'est noté pour ceux qui le souhaitent. Merci beaucoup. Ilham Alib ? Oui, bonjour. Moi, c'est Ilham. Je représente un peu le côté entreprise. Je travaille dans le groupe Devoteam. Merci. Je suis hyper impressionnée, contente d'avoir participé à
à cette réunion-là avec tous les acteurs, puisque c'est quelque chose, une perspective côté entreprise qui nous manque un peu. Parce que même là, dans l'étude, on voit la perception de ce que les associations peuvent apporter aux entreprises. Nous, en interne, on a des études. Qu'est-ce que nous, les collaborateurs, pouvons apporter aux associations. Donc, ce serait pas mal aussi de pouvoir confronter pour voir où est-ce qu'on se rejoint et où est le delta pour qu'on tombe le plus juste possible. Donc, tout ça, j'étais vraiment ravie d'avoir entendu tout ça. Et juste pour faire un petit commentaire, puisque moi, je travaille dans une entreprise. Même Julie, vous avez exposé tout le travail que vous faites au sein de votre entreprise auprès du tissu associatif. Je suis très complexée, vu la taille de notre groupe et de l'entreprise que je représente, la diversité, la qualité des actions que vous menez. Si on y tend, mais je veux dire, je suis très impressionnée aussi la qualité des TPME, des startups, au niveau local, leur capacité d'action, il y a une certaine inertie que vous n'avez peut-être pas. Donc voilà, je trouve que ça nous donne beaucoup d'exemples, d'énergie à suivre, d'inspiration. Donc voilà, je vais m'alimenter aussi de vos expériences pour qu'on arrive nous aussi à développer des sujets. On le fait, moi je représente la refondation Devoteam aussi sur certains aspects, donc je sais qu'on est dans l'écosystème, on travaille beaucoup avec Article 1, Proxité, Chemin d'Avenir, etc. Donc voilà, je me suis inspirée de tout ça et j'espère qu'on pourra aussi en faire plus, mais là où je reste attentive, c'est la mobilisation du mécénat de compétences, par exemple, qui est le levier le plus accessible, entendable fiscalement, logistiquement pour une entreprise, parce que c'est ça la réalité aussi de l'entreprise, qu'on devrait redynamiser pour qu'ils sortent un petit peu aussi d'une certaine torpeur d'échange juste d'expertise métier, ce genre d'activité, parce que on y a vu en tout cas nous des limites. Ça pourrait être l'objet d'autre chose, mais des limites qu'on pourrait lever avec la conversation qu'on peut avoir avec tous les acteurs. Voilà. Merci. Ilham, on va s'arrêter là. Il est 13h01, donc on a 1 minute de retard. Je voulais vous remercier tous. Je pense que voilà, c'est super de rester sur cette dernière intervention, puisque le but de ces rencontres, c'était justement de vous inspirer, de vous pousser à faire ensemble. Et on l'a vu donc avec nos 4 intervenants, l'enquête, et puis pouvoir public, associations et entreprises. On a vu que ensemble, on a envie de faire et que voilà, l'insertion professionnelle, la mobilité, c'est des questions qui sont essentielles et qui rassemblent une grande diversité d'acteurs. Voilà, je vous remercie à nouveau. Merci aux participants, merci aux intervenants et surtout, je vous donne rendez-vous prochaine rencontre du mentorat en février, puisque le mois de décembre et janvier auront lieu. En janvier aura lieu les assises du mentorat et donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouvera pour 2022. Merci beaucoup encore et bon appétit. Merci. On vous enverra toutes les informations. Merci Fiona. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre attention. Très bonne journée. Merci Yann, merci beaucoup, merci Guillaume, merci Victor, merci Julie. Merci à vous.